Hello Jean-Jacques Mambo, je reviens aujourd'hui avec une nouvelle vidéo d'un livre, d'un très bon petit livre, Mentuhotep and the Spirit of the Magi, ok, qui a été écrit par Fundishi Djehuti Kaenheru Hassan Ka Salim. Donc ça c'est son nom en entier. Alors, par où commencer? Très important parce que, en fait, à titre personnel, c'est tout simplement un des meilleurs livres que j'ai lu de ma vie, si ce n'est le meilleur livre que j'ai lu de toute ma vie jusqu'à aujourd'hui. D'accord? Alors, un petit point sur le livre. Je vais d'abord parler de l'auteur. Donc l'auteur, moi, je l'ai découvert là récemment. Je l'ai découvert récemment pendant le confinement. Et en fait, si vous voulez, j'étais tombé sur une de ses vidéos où il était dans un... Il était en fait dans un musée où il faisait une visite guidée lui-même du musée. Et où en fait, donc il avait un groupe avec lui. Et voilà, quand il y avait une statuette ou une stèle ou quelque chose dans le musée, quoi, tu vois, il lisait directement les Médounétaires et il donnait le contexte historique, il donnait la chronologie de la stèle, si c'était un pharaon, si c'était un scribe, si c'était peu importe. Il donnait vraiment un contexte, il contextualisait tout ce dont il parlait, tu vois ce que je veux dire? Donc j'ai trouvé déjà que dans un premier temps c'était super bien. Donc j'ai continué à regarder ce qu'il faisait. Je mettrai quelques-unes de ses vidéos d'ailleurs en description parce que c'est vraiment quelqu'un à connaître. Par la suite, je me suis donc rendu compte que c'était en fait un... Comment il se décrit? Comme un Kemetic priest, tu vois, donc un prêtre Kemet. Il est aussi... C'est un scribe, ok? Et c'est aussi un enseignant, d'accord? Donc il enseigne les Médounétaires. Et c'est un gars qui habite à New York, à Harlem. Mais il est né en Tanzanie, d'accord? Donc il a passé à peu près les 10 premières années de sa vie en Tanzanie. Ensuite, il est allé au States avec ses parents. Et en fait, un des trucs aussi à dire qui je pense est important, étant donné du background du personnage, bien entendu, son background, il filtre dans ses écrits et donc dans le livre dont aujourd'hui je vais parler, donc Mentuhotep and the Spirit of the Magi, ok. Il a aussi un autre bouquin qui est aussi très important et qui permet aussi de comprendre beaucoup de choses par rapport au livre, The Spiritual Warriors are Healers, tu vois. Donc ça c'est un textbook, ça veut dire que si, comme j'ai dit, c'est un enseignant, donc il donne des cours en ligne et il donne des cours aussi là où il est situé à New York. Donc ça c'est en fait c'est son textbook, tu vois. Donc si tu prends ses cours, quand tu prends des cours, il te faut souvent un livre de repère, un textbook pour que tu puisses suivre les cours. Et c'est un très bon livre, donc voilà, hein, il donne des cours de Médounétaires. Donc ça parle bien entendu de Médounétaires, mais ça donne aussi beaucoup de toute une chronologie sur l'histoire de Kemet. Et aussi, par exemple, un truc qui est très bien, c'est qu'il décrit tous les demi-urges de Kemet, tu vois ce que je veux dire? Donc c'est illustré, il te donne des informations sur justement les deities, tu vois, sur les demi-urges. Donc ça donne vraiment une compréhension, si tu veux, globale, culturelle de Kemet. Et ça c'est très important par rapport, si tu veux, au livre, d'accord? Au livre dont là je vais parler. Une autre chose qui est, je pense, importante à dire sur l'auteur, donc Fundishi, c'est que la préface, elle a été écrite par Rosaline Jeffrey, qui est une élève de Cheikh Anta Diop, tu vois ce que je veux dire. Donc elle lui a écrit une préface qui est très intéressante. Et lui-même, Fundishi, il est un élève de... comment dirais-je, Dr Ben Djekonan, ok, donc c'est un de ses élèves, donc lui nous a quittés déjà il y a quelques années. Donc pour donner un exemple, dans ses vidéos il le dit, hein, que ses 5 premiers trips qu'il a fait à Kemet, donc en Égypte, pas en tant que touriste mais en tant qu'étudiant,
et ben il les a fait par exemple avec Dr Ben. D'accord? Donc ça c'est le lien qu'il y a entre tous ces livres. Donc je ne peux pas parler du livre sans donner un petit background sur Fundishi, parce qu'en fait c'est très important pour comprendre le contexte dans lequel il écrit maintenant ce livre dont je veux parler et qui est une perle. Comme j'ai dit, c'est probablement le meilleur livre que moi j'ai eu à lire, dans le sens de l'histoire, dans le sens comment c'est écrit, le contexte historique. Alors Mentuhotep, il faut savoir que c'est un personnage qui a existé. Donc Mentuhotep, c'est lui là, qui a existé. Donc c'est quelqu'un voilà, qui est fait de chair et de sang, et c'est quelqu'un qui a existé. Et c'est quelqu'un qui a... donc Mentuhotep, c'est quelqu'un qui, comme Narmer, d'accord, quand on parle de Kemet, on parle souvent de Narmer qui est l'unificateur de la Haute et la Basse Égypte. Voilà, on voit souvent la palette de Narmer. Si vous allez même dans un musée et qu'il y a quelque chose sur l'Égypte, des fois ils n'ont pas l'original, mais ils vous mettront même une copie de cette palette-là, parce que c'est lui qui a unifié la Haute et la Basse Égypte, et c'est super important en termes d'histoire, d'accord. Et donc ce qui s'est passé, c'est que, si vous voulez, pendant un peu plus de 2000 ans, donc après la réunification de la Haute et la Basse Terre, on va dire ça comme ça, et là c'est le background que lui nous donne, hein, avant de rentrer dans le vif du sujet. Donc Narmer a unifié la Haute et la Basse Égypte. Après, il y a eu à peu près un peu plus de 2000 ans, donc 2000 ans, plus de 20 siècles donc, de vie harmonieuse. Et il faut savoir qu'à Kemet, dans ces temps-là, ils appelaient le Nil, ils appelaient ça Hapi Heteru, c'est comme ça qu'ils l'appelaient. Donc déjà dans le livre, il ne parle pas de la vallée du Nil, il parle de la vallée de Hapi Heteru, tu vois. Donc déjà il nous donne des mots que ces gens-là utilisaient, donc il y a des 4000 ans, des 5000 ans, des 6000 ans. Donc ça je pense que c'est déjà très bien en termes de substance, quoi, hein, tu vois, en termes de substance du truc. Quand tu lis, tu vois, il te parle en utilisant les mots de ces gens-là d'il y a 4000 ans. Tu vois. Donc ça, je trouve que c'est déjà très bien. Et la civilisation donc kémétique, elle était basée sur la crue du Nil, en fait. Et donc, dans leur imaginaire, pour eux, quand il y avait une bonne crue, ça allait être une bonne année, ça allait être joyeux, ça allait être bien, quoi. Sauf que pendant une période d'à peu près 140 ans, à peu près, la crue du Nil n'était pas très abondante, en fait. Donc c'est ça qui a créé des dysfonctionnements au sein de l'État, et donc l'État, ils se sont redivisés, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Voilà, quoi. On peut dire des petites guerres intestinales, on peut même parler de sécession, ou même on peut parler de guerre civile, hein, parce qu'en vérité, les gens qui sont en Basse-Égypte et en Haute-Égypte, ce sont les mêmes peuples, hein, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, il faut le savoir. Mais, voilà, quoi, ça reste des humains. Donc après plus de 20 siècles d'harmonie, il y a eu une petite période comme ça où la crue du Nil n'était pas abondante. Et donc, en fait, le pays s'est reséparé, entre guillemets, on va dire ça comme ça. Et Mentuhotep, donc lui, là, Mentuhotep, ce gars qui a existé, c'est quelqu'un... Donc c'est un pharaon. Déjà, lui, il n'appelle pas les gars pharaons, tu vois. Il les appelle les Semshuheru, tu vois. Et les Semshuheru, lui, il dit que ça veut dire les gens qui suivent l'aigle. Tu vois ce que je veux dire? Parce que l'aigle, c'est l'oiseau par excellence. C'est-à-dire que dans le domaine des airs, c'est l'oiseau par excellence. C'est celui qui vole le plus haut. C'est le seul animal qui peut voler en direction du soleil, parce qu'il a dans son œil, il a une cornée spéciale qui lui permet de regarder le soleil de manière fixe, comme ça. C'est l'oiseau qui a la meilleure vue. Donc lui, il peut voir un lapin ou un lévrier, si tu veux, à peut-être 1 km de loin ou 1,5 km de loin des airs. Hein. Il peut le voir, tu vois. Et quand il se coupe sur c'est-à-dire sur sa proie, il peut descendre à plus de 200 km/h. Tu vois ce que je veux dire? Et c'est l'oiseau qui vole le plus haut. Tu vois ce que je veux dire? Donc, c'est-à-dire que l'aigle, tu vois, lui, quand il est dans les airs, c'est-à-dire que c'est le maître des airs, en fait. Tu vois ce que je veux dire? Il y a personne. Quand lui, il vole, il ne se soucie pas à savoir s'il y a quelqu'un d'autre au-dessus de lui. Tu vois ce que je veux dire? Puisque personne ne vole au-dessus de lui.
D'ailleurs, dernièrement, je regardais une vidéo. Par rapport à ça, tu vois, je me suis intéressé, je me suis dit, mais l'aigle là, machin. J'ai vu une vidéo où il y avait même un corbeau qui s'était mis sur un aigle comme ça. L'aigle, il continuait à voler comme si de rien n'était. La seule chose qu'il a fait, il a même pas essayé de l'enlever ou quoi. Qu'est-ce qu'il a fait? Il est monté comme ça dans les airs. Jusqu'à ce que en fait, le corbeau n'ait plus assez d'oxygène pour pouvoir respirer. Le corbeau là, il est tombé. L'aigle, il a continué son chemin, tu vois. Donc, c'est comme ça qu'il appelle les pharaons, c'est-à-dire que c'est un de leurs titres. De la même manière qu'aujourd'hui on dit Son Altesse Royale, Sa Majesté. Non. Eux, parmi d'autres, c'est-à-dire qualificatifs, ils s'appelaient les Shemsu Eru. Tu vois ce que je veux dire? Donc à chaque fois qu'il parle d'un pharaon, il dit, par exemple quand il parle de Shemsu Hotep, il dit Shemsu Hotep Menchu Hotep, tu vois. Il dit Shemsu Eru Menchu Hotep, par exemple, tu vois. Quand il parle du père de Menchu Hotep, il donne le nom de son père, par exemple, Intef Sarah Shemshu Eru Nak Neb Teb Nefer, the supreme ruler of Upper Kemet, tu vois. And his son Menchu Hotep, tu vois. Donc ça, c'est juste le nom de son père, tu vois. Donc il donne des titres, c'était les titres qu'ils avaient, quoi, si tu veux. Mais maintenant, pour entrer dans le vif du sujet, ok, on va parler maintenant du contenu. Là, j'ai donné un petit background par rapport à qui était Mfundishi. Maintenant, on va parler du contenu. Donc, en termes de contenu, alors déjà, moi, j'aimerais dire que ce livre-là, comme je disais il y a 2 secondes, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Et par rapport au background, si tu veux, de l'auteur, donc Mfundishi, ce que j'ai vraiment apprécié dans la lecture, c'est-à-dire qu'il donne des éléments culturels, tu vois, qui sont tellement intéressants, qui sont tellement judicieux et qui ont tellement de sens en fait que la lecture n'en est que plus attrayante. Tu vois ce que je veux dire? Aussi, ce qui est bien, c'est qu'il donne toujours un ordre d'idées chronologique par rapport à la période pendant laquelle se passe, si tu veux, le livre. Donc, comme je disais, Narmer qui a unifié l'Égypte, donc Menchu Hotep, lui, il arrive un peu plus de 2000 ans après. Tu vois ce que je veux dire? Et en termes, si tu veux, comment dirais-je, de petits détails, je vais essayer de ne pas trop parler de l'histoire parce que j'ai pas envie de spoiler, tu vois. Mais je vais te donner quelques indices pour que tu comprennes un peu l'ampleur du truc. Un des caractères principaux, le caractère principal, c'est Menchu Hotep. Tu vois, et c'est lui là, c'est Menchu Hotep. Et un des autres caractères qui est un des autres personnages qui est, on va dire, mystérieux, en fait, dès qu'il est là, dès le début, dès la première fois que tu entends parler de lui, tu sens que lui, ça va être une pierre angulaire de toute l'histoire, tu vois. Alors, et pour en parler, eh ben, je suis obligé de dire qu'est-ce que c'est qu'un Medjai, tu vois. Donc les Medjai, c'était déjà, donc la garde rapprochée du Shemsu Eru était composée de Medjai. Donc les Medjai, ce sont les forces spéciales de l'armée du Shemsu Eru, tu vois ce que je veux dire. Mais quand je dis ce sont les forces spéciales, eux, leur rôle, c'est de garder la balance de Maat, tu vois ce que je veux dire, c'est ça leur rôle, tu vois. Donc, tu peux être un Medjai homme, comme tu peux être un Medjai femme, tu vois. Donc, déjà à ce niveau-là, je pense que c'est important de le dire. Ce qu'il faut savoir aussi, c'est que la grand-mère de Menchu Hotep était une Medjai. Non seulement elle était une Medjai, mais c'est-à-dire le plus haut rang que tu peux atteindre en tant que Medjai, c'est le rang de Jedi. Donc on a tous déjà entendu parler du Jedi dans Star Wars. Donc vous voyez un peu d'où sort ce truc de Jedi, tu vois. C'est-à-dire le Jedi était le master des masters, quoi. Tu vois ce que je dis? Tu es le maître des maîtres. C'est-à-dire que bon, on vient vers toi pour obtenir des solutions à tous les niveaux, tu vois. Donc les Medjai, non seulement ce sont des guerriers physiques, mais ce sont aussi des guerriers spirituels. Et ça, c'est hyper important. C'est-à-dire qu'eux, ils ne sont pas là juste pour faire la guerre. Au contraire. C'est-à-dire que même quand ils font la guerre contre leurs ennemis, une fois qu'ils ont battu leurs ennemis ou leurs opposants, ils vont même les aider à,
C'est-à-dire qu'ils vont même les soigner après, tu vois. Ils vont les soigner et ils vont leur dire que voilà, nous, ils ont un dicton qui dit que ils sont les meilleurs guerriers in heaven and on earth. Donc ce sont les meilleurs guerriers heaven, on va dire que au paradis et sur terre. Tu vois ce que je dis? Quand ils t'affrontent, ils te disent ne nous cherche pas parce qu'on est les meilleurs guerriers du paradis et sur terre. Tu vois ce que je dis? Donc ça c'est un truc qui revient souvent, tu vois. Mais il faut savoir aussi que par exemple, les Magi, tu peux être un Magi et être un prêtre. Tu peux être Magi et être un priest. Être un prêtre et être un scribe, par exemple. Tu peux être un Magi et tu peux être pharaon, tu vois, ou Shemsu, et où tu peux être. C'est-à-dire que c'est vraiment important de comprendre qu'en fait, ce sont vraiment c'est une pierre angulaire de tout le système, on va dire, entre guillemets, mahatique de la nation, quoi. Tu vois ce que je veux dire? Donc les Magi, ils sont connus et reconnus dans toute la nation, tu vois, de haut en bas, c'est-à-dire des sources du Nil jusqu'à son embouchure, tu vois ce que je veux dire? Et au-delà encore, tu vois ce que je veux dire? C'est-à-dire que quand les enfants, ils voient des gars comme ça, parce qu'ils ont une certaine tenue aussi, tu vois, quand ils voient des gars qui sont en train de faire des trucs, ils disent que oh, ça doit être des Magi, tu vois ce que je veux dire? Oh, et les gens, quand ils voient les Magi, ils sont excités parce que c'est pas tous les jours que tu vois des Magi, quoi, tu vois? Donc, et le chef des Magi, si tu veux, il s'appelle donc, c'est le chief Magi Jehuti Ka-Enheru, tu vois? Donc lui, c'est le chef des Magi, lui c'est un Jedi, tu vois? Et si tu veux, dans l'histoire, si tu veux, tu as le Mentuhotep qui... donc c'est un adolescent, quoi, 13-14 ans. Et lui, il étudiait, si tu veux, au temple de Wasset, tu vois. Et tu apprends dans l'histoire que, en fait, donc le prêtre qui lui enseigne ce qu'il lui enseigne, lui aussi c'est un Magi, tu vois. Lui aussi c'est un Magi. Donc c'est pour dire que Magi, c'est pas simplement un gars qui fait la guerre, tu vois. Non, c'est beaucoup plus profond que ça, tu vois. Et si tu veux, dans l'histoire, en fait, ce qui se passe, c'est que, en fait, donc Mentuhotep, il va être initié par ce chef des Magi, tu vois. Donc, il part pendant 2 ans et demi dans une espèce, on va dire, d'une initiation. Mais quand je dis initiation, ça veut dire que l'initiation, en fait, elle dure toute la vie, hein, tu vois, pour les Magi. C'est-à-dire que là, il va le prendre pour 2 ans et demi et il va lui faire remonter tout le Nil. Il va l'amener, c'est-à-dire partout, tu vois. Et ça, donc ça, c'est les premières péripéties qu'on voit, tu vois ce que je veux dire, de Mentuhotep, tu vois. Tu vois, et je peux vraiment pas en dire beaucoup là-dessus parce qu'il se passe tellement de choses que j'ai pas envie de spolier, tu vois ce que je veux dire. Et après ces 2 ans et demi, si tu veux, il revient donc au Bercail et c'est ensuite le fils donc de Magi Jehuti Ka-Enheru, c'est-à-dire le chef des Magi, le Jedi, qui va prendre la relève. Donc après, il aura plutôt un crew, quoi, tu vois, une petite clique de 4 Magi, tu vois, et eux, ils vont continuer son initiation à, j'ai envie de te dire, l'art de devenir un Magi, tu vois ce que je veux dire. Mais pour te donner quelques exemples, comme je disais, ces petits exemples culturels, tu vois, ces petits détails qui font vraiment la différence, que quand tu lis le livre, tu es vraiment emporté dans une stratosphère, tu vois. C'est que moi, par exemple, je suis un lent lecteur, tu vois, j'aime bien lire, j'aime bien la lecture et tout, mais tu vois, je lis pas, je peux pas lire un livre toute une journée, et je peux pas commencer un livre le matin et je le finis le soir. Ça dépend de la taille du livre, tu me diras. Mais ce livre-là en particulier, je l'ai lu en 3 fois. Tu vois, il fait 190 pages, je l'ai lu en 3 fois. C'est-à-dire que le premier jour, j'ai lu peut-être 50 pages. Le deuxième jour, j'ai dû lire 100 pages, 120 pages, comme ça. Et le troisième jour, je me suis levé, je l'ai fini. C'est-à-dire que c'était tellement bon, c'était tellement succulent. Quand je lisais le truc, c'était tellement fort que je ne pouvais pas aller me coucher. Je me suis retrouvé à 4 h du matin en train de lire le livre. Tu vois ce que je veux dire? Ça fait longtemps qu'un livre ne m'a pas tenu en haleine comme ça jusqu'à 4 h du matin, tu vois. Et pour te donner, comme je te disais, un petit sentiment d'ordre chronologique et culturel. Donc quand le Chief Magi, tu vois, Jehuti Ka-Enheru, quand il vient pour chercher le petit, pour l'amener en initiation, ils sont donc au temple de Wasset, tu vois. Donc il y a le Shemsu-Heru, donc le pharaon, le père de Mentuhotep. Il y a le prêtre comment dirais-je,
du temple de Waset. Mais quand il voit le Chief Medjay, Djeuti Kaenheru, gars, c'est total respect. C'est-à-dire que même si toi, tu es là, tu es le pharaon, tu es l'homme le plus puissant du monde, entre guillemets, tu vois. Quand tu vois le Chief Medjay, Djeuti Kaenheru, c'est-à-dire que tu es là, tu dis respect, quoi. Le gars, tu le respectes parce que il dégage un truc. C'est-à-dire que il est dit, tu vois, que le Chief Medjay, il est tellement mystique, tu vois, que même quand il marche sur les dunes de sable du désert, on voit même pas ses traces de pieds par terre, tu vois. Le gars, il est mystique. Le gars, il est dans une autre dimension, tu vois ce que je veux dire. Le gars, c'est le chief des Medjay, tu vois ce que je veux dire. Donc, pour te donner un petit ordre, que tu comprennes ce petit truc-là, c'est vraiment un personnage angulaire, tu vois ce que je veux dire. Donc, comme je te dis, le chief des Medjay, c'est vraiment un personnage angulaire dans l'histoire. Donc, j'en dirai pas trop sur lui. Mais pour te donner maintenant un petit ordre, une petite bribe, tu vois, d'ordre chronologique et d'ordre culturel. Donc, quand le chef des Medjay vient chercher Menchou-Hotep au temple de Waset, eh ben, ils font une cérémonie de libation. Tu vois, dans la libation. Donc, qu'est-ce qui se passe? Donc, le prêtre, il est là. On lui ramène un vase, tu vois, un super beau vase incrusté, tu vois, avec des médounétaires dessus et tout. Avec une plante, tu vois ce que je veux dire? Et il est là, il fait son rite, tu vois, il parle, il fait les trucs. Et quand il fait ça, tu vois déjà à la base, ce que l'auteur fait, donc Fundishi, il t'explique déjà que tu es dans le temple, il t'explique comment le temple il est, tout ça, machin. Voilà le vase, voilà la plante, il va faire sa libation. Avant de faire la libation, il prend d'abord le vase, il met le vase en haut, il commence à parler. Et quand il te parle, il met les médounétaires dedans, tu vois. Donc il commence à faire la prière. Après les gars, ils se mettent comme ça, ils disent, tu vois, c'est tout un rituel comme ça, tu vois ce que je veux dire? Après, il commence à verser l'eau dans la plante. Après, il continue à parler. Après, il continue. C'est-à-dire, ça se passe. C'est-à-dire que juste la description de la cérémonie de la libation, même moi, quand j'étais là, et quand tu lis ça, qu'il est 2 h du matin, et que, c'est-à-dire, tu manges les paroles, tu bois les trucs, tu regardes. Franchement, moi quand je lisais, j'étais dans le temple. J'étais dans le temple, en train de faire la libation avec les gars. Tu vois, c'est pour te dire à quel point j'étais dedans, quoi, tu vois. Et quand tu fais la libation, maintenant, il commence à donner les noms des ancêtres, tu vois. Donc, du père de Menchou-Hotep, dont j'ai donné le nom, jusqu'à Narmer, c'est-à-dire un peu plus de 2000 ans avant. Donc, son père, c'est Intef, Sarah, Shem. Sarah, ça s'écrit Sa, espace Ra. C'est pas Sarah comme le... C'est Sarah, Shemsu, Eru, Nak, Neb, Teb, Nefer. Tu vois ce que je veux dire? Donc, de celui-là, jusqu'à Narmer, plus de 2000 ans avant, il fait il donne tout le nom de tous les Shemsu, Eru qui ont été là depuis un peu plus de 2000 ans, tu vois. Donc, juste pour te donner, tu vois, comment dirais-je, juste pour te situer dans le temps, à quel temps est-ce que ça se passe, tu vois. Et après, ils font la cérémonie et tout. Après, ils vont manger, ils font des trucs, machin, nanana. Et le lendemain, ils repartent pour faire l'initiation. Et l'initiation, comme je dis, c'est pas on va t'amener dans le bois sacré ou là. Non. C'est-à-dire qu'en tant que Medjay, tu dois connaître tout le continent. Tu dois parler la langue des gens qui sont dans le continent. Ça veut dire que c'est une épopée, en fait, tu vois. C'est-à-dire que l'initiation, c'est pas une initiation... Non, c'est pas ça. C'est-à-dire, déjà, l'initiation, ça dure toute ta vie, tu vois. C'est pas un moment où tu dis, bon, c'est bon, je suis Medjay, j'arrête les... Non, quand je dis, c'est une journée, vraiment, c'est un voyage, tu vois. Et ce qui est bien, c'est que Menchou-Hotep est jeune, tu vois. Menchou-Hotep a 13 ans, tu vois. Il part 2 ans et demi avec le Jedi, tu vois, avec le master des masters, tu vois. Ce qui fait que même des fois, quand lui, il a des questions, il pose des questions, pas naïves, mais il pose des questions. Et là, maintenant, tu as le chef des Medjay qui lui répond. Mais des fois, tu dois lire les phrases au moins 3 fois pour les comprendre, tu vois, parce que c'est profond, quoi, tu vois. Je rentre pas trop dans les détails, j'ai pas envie de spoiler, tu vois. Pour que tu comprennes à peu près le gars, c'est-à-dire la puissance du mec, tu vois ce que je veux dire.
à un moment donné, ils sont... donc ça fait déjà des mois qu'ils sont en train de marcher. Et donc déjà, c'est-à-dire que il l'amène dans des endroits mythiques, tu vois, Meroé, tu vois, Napata, Kerma, Kilimandjaro, les savanes du Kenya, enfin bref. C'est-à-dire qu'à chaque fois, il te décrit toute cette atmosphère, comment ça se passe, les populations qu'il rencontre. Il t'explique que le Chief Medjay, il parle au moins je sais pas combien de langues, il communique avec tout le monde. Franchement, je pourrais dire des trucs, tu vois, sur le chef des Medjay, mais j'ai même pas envie de spoiler le truc pour les gens qui vont voir cette vidéo et qui vont aller se procurer le livre parce que ça se fait pas, tu vois ce que je veux dire. Mais je te donne une bribe, tu vois, pour que tu puisses comprendre un peu c'est qui le chef des Medjay, tu vois. Et même la bribe, c'est pas un spoiler, tu vois, mais ça te donne juste un ordre d'idée, tu vois. Déjà, je t'ai dit que quand il marche dans le sable, sur les dunes du désert, on voit même pas ses traces de pied, tu vois. Le gars, il était mystique, il était en harmonie totale avec son environnement, la nature, bref. À un moment donné, ils sont au Kilimandjaro, tu vois ce que je veux dire. Donc, ils vont faire, en ce qui concerne son initiation, pour devenir un Medjay, tu vois. Ils vont au Kilimandjaro, ils font des entraînements et tout là, machin, tout ça. Et à un moment donné, ils font leur méditation du matin. Donc Menchou Hotep, il est là. Déjà, Menchou Hotep, il dit pendant les 6 premiers mois là, il avait tellement du mal à suivre le chef des Medjay là. Pendant 6 mois au moins, même pendant pratiquement toute la première année, il avait simplement mal partout. Il ne pouvait même pas se concentrer. Il avait juste... C'est-à-dire il était en train d'essayer déjà de keep-up avec le Jedi, tu vois. Bref. Mais un matin, ils étaient là comme ça, au Kilimandjaro. Donc ils faisaient leur méditation du matin, avec leurs exercices et tout, tu vois. Et à un moment donné, donc le Chief Medjay, Djewutika Nheru, il est là comme ça, il s'arrête et il dit à Menchou Hotep, il y a quelque chose qui ne va pas. Menchou Hotep, lui, il est là, il ne sait pas trop ce qui se passe. Qu'est-ce que le Chief des Medjay fait? Il appelle son aigle royal. L'aigle royal, il vient, il lui écrit un petit message là, tu vois, et puis ils envoient ça aux parents de Menchou Hotep, tu vois. 3 jours plus tard, l'aigle revient et il donne donc il lit le message, il dit qu'en effet, avec quelque chose qui va pas, l'oncle de Menchou Hotep, donc le frère de sa mère, il était très malade, tu vois ce que je veux dire. Donc ces gens-là, il était en train de clamser, quoi, tu vois. Mais lui, il était dans son initiation, il ne pouvait pas rentrer à la maison pour voir son oncle et tout et tout. Donc ils ont dû continuer, tu vois. Donc ça, c'est juste, c'est un clin d'œil pour t'expliquer c'est qui ce mec, tu vois, le chef Djewutika Nheru, tu vois. Lui, c'est le chef des Medjay, c'est le Jedi, tu vois ce que je veux dire. Je pourrais en dire plus sur sa personnalité, sur les choses que le gars il fait, mais je peux pas parce que j'ai pas envie de spoiler la vidéo pour les gens qui vont le truc, ça se fait pas, tu vois. Mais en tout cas, il passe 2 ans avec ce mec-là, tu vois. Donc après les 2 ans et demi, il rentre au Bercail, tu vois ce que je veux dire. Et ensuite, son initiation, elle continue avec justement le fils du chef. Tu vois ce que je veux dire. Donc son fils, il s'appelle, c'est Medjay K.N. Djewuti, tu vois. Donc c'est lui qui va reprendre maintenant la relève, tu vois ce que je veux dire. Et donc il a aussi 2 ou 3 associés. Donc maintenant, il a un crew, tu vois. Il a un crew de Medjay, ils sont 3 ou 4, tu vois. Et là, il repart à l'aventure avec ces gars-là, tu vois ce que je veux dire. Et pareil, et comme ils remontent à chaque fois le Nil et qu'ils vont dans des contrées, tu vois, les gars, ils ne sont pas juste là pour être des guerriers, tu vois. Ce qui est important de dire, c'est que ce sont des guerriers, guerriers qui peuvent partir à la guerre pour rétablir l'ordre, mais ce sont aussi des guerriers spirituels, tu vois ce que je veux dire. Et comme si tu veux, à cette époque-là, il y avait, comme j'ai dit dans l'introduction, qu'il y avait le problème des crues du Nil qui n'étaient pas abondantes et qu'il y avait des guerres entre la haute et la basse Égypte, et que Menchou Hotep, il va réunir tout ça. En fait, c'est l'histoire de comment est-ce qu'il va en arriver à là, tu vois ce que je veux dire. Mais dans cette histoire, il se passe plein de choses, tu vois. Et pourquoi je compare ce livre-là à Black Panther, tu vois, parce que quand Black Panther il est sorti, il y a eu un avant Black Panther, il y a eu un après Black Panther, tu vois. Et bien ce livre-là, c'est pareil. En tout cas, personnellement, quand je l'ai lu,
C'est-à-dire que déjà, moi je suis retombé amoureux de la lecture en le lisant ce livre, tu vois. Parce que comme je dis, par rapport si tu veux, le background de l'auteur, donc par rapport à ses connaissances, il se permet de donner maintenant des éléments culturels. Comme je t'ai dit déjà, par exemple, il n'appelle pas les gars pharaons, il les appelle les Shemshu-Heru, tu vois. Quand il parle de la femme du pharaon, il donne le titre de la femme du pharaon dans les Médounétaires. Quand il parle des villes qu'ils vont visiter, il ne prend pas les noms d'aujourd'hui. Quand il parle de l'obélix, il n'appelle pas l'obélix obélix. Quand il parle du sphinx, il n'appelle pas le sphinx sphinx. Quand il y a des cérémonies, le gars, il fait la cérémonie en Médounétaire directement, tu vois. C'est-à-dire qu'il y a plein de choses comme ça qui sont super, super intrigantes, mais qui te mettent carrément il te met dans la sauce, quoi, directement, tu vois ce que je veux dire? Donc ça, vraiment, jusqu'à aujourd'hui, moi qui voulais parler d'un livre, tu vois, qui parle de Kemet depuis un moment donné, j'avais pas trouvé ce livre-là, tu vois. Pourtant, j'en ai des livres, tu vois, qui parlent de ça, tu vois. Mais j'avais pas trouvé le livre qui m'a poussé, tu vois, à faire la vidéo là-dessus, tu vois. Donc quand tu regroupes tout ça dedans, moi je te dis, le livre, je l'ai lu en 4 fois, tu vois. En 3 fois, pardon. Ça m'arrive pratiquement jamais de lire un livre en 3 fois, tu vois. Et là, je suis en train même de me le relire. Parce que c'est comme quand tu manges un plat que tu ne connais pas pour la première fois, mais qui est super bon. Tu manges une fois comme ça, tu te dis, oh c'est bon, et puis tu manges comme un glouton, tu vois. Maintenant, la prochaine fois que tu vas remanger ce plat, maintenant, bon, tu sais déjà à quoi t'attendre, tu sais quelles sont déjà les saveurs. Donc là, maintenant, tu peux prendre ton temps, et puis même peut-être plus enjoy vraiment, tu vois, tu prends ton temps, quoi. Donc là, je suis en train de le relire en prenant mon temps, tu vois. Et franchement, il passe encore mieux, tu vois, comme je te dis, il passe encore mieux. C'est-à-dire qu'il y a plein de trucs sur lesquels comme j'avais fait de la gloutonnerie, tu vois, il y a plein de petits trucs sur lesquels je suis en train de repasser, toi, je me dis, merde, tu vois, je me dis, merde, et ça me fait me replonger, je dois aller faire des recherches, regarder sur Internet, qu'est-ce que c'est que ça, qu'est-ce que ça, que... Mais, et c'est aussi ça la puissance du livre, tu vois ce que je veux dire. Donc moi, vraiment, si vous avez aimé par exemple, Black Panther, ce livre-là, c'est du Black Panther x10, tu vois ce que je veux dire? La tape, tu vois ce que je veux dire? Quand il y a de la tape, quand il y a de l'action, quand il y a de la... Ce qui se passe, c'est-à-dire que c'est un truc de ouf. Quand ils font leurs entraînements, c'est un truc de ouf. Et puis il y a de l'humour aussi, tu vois ce que je veux dire? Des fois, il se passe des trucs, ça va te faire sourire, ça va te... Mais vraiment, je peux pas spoiler l'histoire, donc j'ai pas envie de parler de l'histoire. Je suis en train de tricoter autour de ce qui se passe dedans et tout, pour essayer de donner l'envie aux gens d'en savoir plus et tout. Mais c'est vraiment un livre qui, moi, vraiment, comme je te dis, qui m'a refait tomber amoureux de la lecture. Je peux pas le dire autrement, tu vois. Ça fait des années et des années et des années que je me suis pas retrouvé à lire un livre à 4 h du matin parce que le truc il était trop bon. Je me suis arrêté quand les lettres là commençaient à sortir du livre. Parce que là, mes yeux, ils n'en pouvaient plus, il fallait que j'aille dormir. Tu vois ce que je veux dire? Donc voilà. Mentuhotep and the Spirit of the Magi. Donc ça permet aussi après au lecteur d'aller faire ses propres recherches sur les Magi, tu vois. Et surtout, tu peux aussi faire des recherches sur Mentuhotep, qui, comme je dis, est une figure historiquement très très importante. Tu vois ce que je veux dire? Parce que c'est vrai que on parle souvent de Narmer, mais on parle beaucoup moins de Mentuhotep. Et c'est dommage parce qu'on a même des très beaux... tu peux même trouver de très belles représentations de Mentuhotep, tu vois ce que je veux dire? Donc voilà, ça c'était Mentuhotep, tu vois. Et quand tu regardes Mentuhotep, il avait même, tu vois, quand tu regardes Narmer, il avait peut-être le chapeau là qu'il porte là, c'est à peu près le même, quoi, tu vois. Donc Mentuhotep, tu vois, c'est vraiment un nom à retenir, tu vois ce que je veux dire. Et si vous voulez en savoir plus sur son histoire, bien entendu, c'est une fiction, tu vois ce que je veux dire, mais si vous voulez en savoir plus sur son histoire, vous pouvez lire le livre. Et voilà. Et c'est un livre qui est tellement important aussi au niveau de l'imaginaire, tu vois ce que je veux dire. C'est-à-dire que quand tu lis un livre comme ça, tu te rends compte qu'en vérité, les histoires qui sont un peu les fictions, les romans,
ou quand on t'emmène dans des endroits imaginaires et tout là, c'est-à-dire la scène est réelle, l'histoire elle est un peu fictive parce qu'on n'a pas énormément d'informations sur la vie de Mentuhotep, mais on sait que voilà quoi, c'était un Medjay, et donc à partir de là, à partir de ce que lui il connaît sur l'environnement, la culture, la nature et comment ça se passait à cette époque-là, il nous a écrit une fiction, un roman fiction qui tape dans la réalité, qui est pour moi, comme j'ai dit, c'est l'un des meilleurs, sinon le meilleur livre que j'ai lu. Voilà. Et puis, ce qui est bien, c'est que même si l'Égypte ou Kemet, ça ne t'intéresse pas, tu peux lire le livre sans problème. C'est vraiment, tu vois, quand il te décrit les endroits, il le fait de manière tellement altruiste, tu vois, c'est-à-dire, non, c'est beau, c'est beau. Donc voilà, moi c'est tout ce que j'ai pour vous aujourd'hui. Mentuhotep and the Spirit of the Medjay de Mfundishi Djewuti Hassan Salim, qui est, comme je dis, pour moi, franchement, c'est un des meilleurs livres que j'ai lu. Quand le livre s'est fini, quand j'ai fini de lire le livre, je ne savais pas si j'étais content d'avoir fini le livre ou si j'étais vénère parce que ça n'avait pas duré assez, tu vois ce que je veux dire. Bien entendu, il y aura une suite. Je mettrai quelques-uns des liens où vous pourrez trouver des entretiens avec l'auteur pour que vous puissiez vous faire une opinion pour vous-même. Mais le mieux, c'est d'acheter le livre ou même d'acheter son autre livre. Il a aussi écrit un autre livre avec un autre... Mfundishi, ça veut dire grand maître, tu vois, ça dit grand master, tu vois. Donc, il a aussi écrit un autre livre avec un de ses collègues qui s'appelle Kupa Ngani. Ça parle des arts martiaux africains, entre autres. Donc voilà, vraiment, moi je le conseille à 3000%, Mentuhotep and the Spirit of the Medjay. Franchement, s'il faut un film de ce livre, c'est-à-dire que Black Panther, ça va être de la gnognotte à côté. Je te le dis comme ça. Mais vraiment, moi je dis franchement, c'est un livre à lire. Là, ces derniers temps, j'ai ma fille qui elle voulait lire des livres, là, elle me posait 3000 questions, là. Je lui disais, bah, tiens, si tu veux, tu peux lire ça. Donc, c'est bon pour les petits, les moyens, les grands, tu vois ce que je veux dire. C'est ludique. Et voilà, quoi, vous allez apprendre des nouvelles choses, quoi. Donc, voilà. Je finirai par dire, ils disent tout, il y a une expression qui revient souvent dans le livre, il dit, tout n'est qu'illusion, tu vois ce que je veux dire. Donc, je finirai avec ça, tout n'est qu'illusion. Mentuhotep and the Spirit of the Warrior. Peace.